Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans Un pour ciné critique, je ne suis pas seul et comme par magie, je vais vous faire apparaître ah tiens, StreamYard, ah bah alors, Oh, Romain Rimbaud, incroyable. comment vas-tu? Voilà, Bah le écoute, très retour. bien. Mais hyper ravi d'être là, c'est trop cool. Comme toujours, Oh, à chaque fois, fin de semaine, c'est trop incroyable. bien. Oh bah oui, enfin nous on enregistre en fin de Oui, semaine pour, tout à fait. avant le week-end. D'ailleurs, petite introduction, on enregistre le Mm. lendemain d'une terrible nouvelle, hein, la mort de David Lynch. Pas forcément beaucoup de liens avec le réalisateur dont on parle là, mais peut-être quand même un petit peu toujours. Parce que, évidemment, nous continuons ensemble nos pérégrinations Takashi Miikeesques, ou notre journal de Miike, comme on l'a, maintenant on va l'appeler comme ça. Et on va pas parler de n'importe lequel. Parce que là, c'est, vous savez, Miike, ça part dans tous les sens. Là, je crois qu'on est dans une sorte de summum sur ce ISO, très joli titre. Hein. On pourrait faire toutes les blagues dessus que vous voulez, hein, mais on va peut-être pas les faire, ou pas, on ne sait pas. Donc sorti en 2004, l'un de ces multiples projets sortis de cette année-là, parce que début des années 2000 jusqu'à 2005, il en a fait énormément de films. Et ISO, alors déjà au casting, bon, il y a beaucoup de gens, et il y a beaucoup de têtes qu'on reconnaît. Mais dans le rôle principal, alors je ne sais pas s'il a joué dans d'autres Mickey, Kazuya Nakayama qui interprète Okada Izo donc. Et Okada Izo, c'est un personnage qui a vraiment existé dans l'histoire japonaise. C'est un samouraï au 19e siècle qui a fini crucifié. Voilà. Et qui a eu droit à un film probablement plus traditionnel à la fin des années 60 et qui en français s'appelle Puni par le ciel. Ah, Puni par le ciel. Intéressant ce titre, ma foi. Et aux côtés donc de ce monsieur qui n'a pas de page Wikipédia, donc bon, voilà, nous avons, on peut reconnaître, alors, si vous connaissez le cinéma japonais, hein, Kaori Momoi, Ryuhei Matsuda, Masato. Mais alors, surtout à un moment apparaît au milieu du film, une tête mais qu'on connaît très très bien, Takeshi Kitano lui-même, qui joue plus ou moins son rôle. Enfin, vous le sortez d'un film de Yakuza de Kitano, c'est lui. Et des apparitions pêle-mêle de Mickey Curtis, qui avait joué dans Yakuza Demon, sorti l'année d'avant, et quelques habituels, Kenichi Endo ou Susumu Terajima, Renji Ishibashi, qui viennent faire coucou, voilà, à Tout à certains fait. moments. Et Mari Nakayama, que vous ne connaissez peut-être pas, mais que notre cher Romain ici a rencontré. On en parlera peut-être à un moment. Mm. Bon, qui fait quelque chose de spécial dans le film. Mais c'est un film ultra spécial. Pour faire simple, dans un résumé, mais basique, hein, Ouais. on va suivre donc Iso qui contemple sa mort, enfin, ouais, il est crucifié, et qui va, on peut le dire, hein, renaître après sa mort, d'une certaine Mm. manière, et il va être propulsé dans le Japon moderne pour se venger de ceux qui lui auraient fait subir ce châtiment absolu. Parce qu'on le voit, hein, il est tué mais torturé. C'est assez hardcore. Et derrière, donc, il devient l'esprit vengeur avec une rage totale. Et au-delà de la vengeance, quelle quête poursuit-il? Poursuit-il une quête? Est-il toujours humain? Au-delà donc de sa transcendance de résurrection, n'est-on pas ici dans le mythe de l'absurde, le mythe de Sisyphe éternel entre souffrance et vengeance qui finalement n'ont aucun sens en soi. Mm. Et on va voir cette construction, cette déconstruction, parce que plus on avance dans le film, plus il va devenir une sorte de démon, hein, pour faire simple. On le voit même sur son faciès. Et alors, c'est un défilé. C'est une succession de scènes où il va se battre, mais pas que. Il va aussi rencontrer des gens, une sorte de jeu vidéo. Hein. Il y a des boss, enfin, il y a des personnages jusqu'au boss final, peut-être. Mm. Et tout ceci accompagné par une narration musicale. Alors, Tout à fait. c'est étonnant parce qu'on a c'est un chanteur acid folk connu au Japon. Je ne pense pas qu'il ait une carrière internationale marquante, qui s'appelle Kazuki Tomokawa, qui va voilà, accompagner, et on se demande si c'est pas la voix du destin, quelque chose comme ça. Et il y a des scènes très émouvantes. D'ailleurs, il y a une sorte d'entracte au milieu qui est assez fort. Voilà. Des fois, on s'arrête sur ces pauses musicales. Au moins une fois, en tout cas. Ouais. Et après, ça se passe de commentaires, ça se vit. C'est une expérience. C'est un film qui dure plus de 2 heures et c'est très bourratif. Moi, je l'ai découvert, soit ça fait presque plus de 10 ans que tu l'avais pas vu. Et Ouais. quel est ton ressenti là après avoir à nouveau copieusement dévoré ce film? C'est une expérience très particulière même à revoir. Je sais qu'à l'époque, je l'avais pas mal historique, je l'avais vu plusieurs fois. Quand je l'avais vu, ça m'avait tellement marqué. Ah oui. J'avais pas tout compris de ce que je venais de voir. Je crois qu'aujourd'hui encore, j'ai pas tout compris de ce que je viens de voir. Mais il y a un truc vraiment hyper envoûtant dans ce truc-là. Il y a un côté foutraque aussi.
Ça part dans tous les sens parce que, comme tu disais, Iso va croiser plein de personnages, des vampires à un moment donné, voilà, de manière un peu aléatoire. Il y a des choses qui se passent comme ça. Tu comprends pas où tu es vraiment, mais c'est absolument fascinant. Et il y a C'est tout, il marrant y parce a... que Oui, vas-y, je je t'en pense prie. juste à ça comme ça, mais à un moment, il y a des scènes qui peuvent être old boyennes, hein. À Mais partir du moment totalement. sachant qu'il fera trois extrêmes à peu près à la même époque. Voilà. Donc, bon, mais oui, je te laisse poursuivre, c'est passionnant. Et d'ailleurs, je pense que Tarantino a dû aimer ce film aussi. Voilà. Ah bah moi ça m'étonnerait pas. Et puis parce qu'en plus il y a effectivement tout un référentiel au cinéma japonais. Il y a du Shambara évidemment. Il y a des super chorégraphies de combat. Il y a quelques super chorégraphies vraiment. Et au-delà de ça, il y a ces longs moments. Alors, Mickey aussi a toujours ces sortes de folies, de sortes de parenthèses où il va utiliser du numérique toujours de manière très étrange. Parfois, on est vraiment dans le grotesque, voire parfois même dans le ridicule, mais il assume complètement ça. C'est ça qui est génial, toujours c'est lui. Et il y a une folie qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. On perd pied au bout d'un moment, on perd littéralement pied dans ce qu'il veut vraiment nous raconter parce qu'on jump de ça là d'une époque à une autre. On est exactement, en fait, finalement, la force du film, c'est qu'il arrive vraiment à nous glisser dans le point de vue de Iso, qui au bout d'un moment est complètement perdu, qui sait plus où ça va, on sait plus où est la fin, où est le début, où ça a commencé, où ça va terminer. Et on se retrouve finalement, et on y reviendra, mais il y a cette évocation un petit peu plus tard du signe de l'infini avec ce personnage qui court Oui. dans une sorte de, voilà, de ruban, C'est Sisyphe. euh, C'est Sisyphe. voilà, Sisyphe, qui est littéralement Sisyphe. Et c'est vraiment très étonnant. Et je rebondis sur ce que tu disais sur la question du démon, parce que finalement, Iso aussi va changer au fur et à mesure, Mmh. physiquement, notamment son visage en particulier. Je m'en suis rendu compte en voyant le film hier soir, ce que je n'avais pas vu, qui n'est certainement pas voulu, hein, ou en tout cas je ne pense pas de la part de Mickey, puisque c'est pour le coup écrit en Romaji, c'est la version en Romaji du titre. Mais si on bascule de 90 degrés le titre ISO, on se retrouve avec Oni quasiment, et c'est assez rigolo. Si vraiment vous basculez la titulature, le I, le Z et le O, qu'on bascule, on se retrouve avec un O en haut, le Z devient un N de fait, et on a ce I bizarre un peu à la fin. Je trouvais ça, alors ça n'a peut-être rien à voir, je ne sais pas si c'est de la surinterprétation, parce qu'il y a tellement de choses à interpréter, mais ça m'a un petit peu amusé de revoir ça hier soir en me disant que justement, ce rapport hein, entre, encore une fois, la porosité entre la fiction et la réalité, ce qui est très souvent le cas chez Mickey, entre la petite histoire, la grande histoire, et que ça, tout ça, tout ce qui s'entrecroise pêle-mêle, tout ce qui s'interpénètre, le mythe aussi et tous ces éléments-là. On a littéralement toutes les questions aussi. Le personnage d'Iso devient littéralement un Oni à la fin, donc un démon japonais. Et d'ailleurs, c'est clairement dit dans le film, hein, de toute façon. Hein, c'est clairement dit dès le début d'ailleurs du film. Donc, je ne spoil pas parce que c'est quelque chose qui est dit au début quand il parle notamment de l'absurde, tout un discours avec ça. Et c'est vraiment, vraiment fascinant comme film. Mais peut-être petit disclaimer, je pense que c'est certainement un des films les plus difficiles d'accès de Takashi Miike, pour moi à tous les cas. C'est extraordinaire parce que moi, j'ai vu ce film, j'étais fasciné. C'est-à-dire que pour moi, au minimum pendant la première demi-heure, je me suis dit, oh là, ça y est, c'est le film ultime de Mickey. Ça y est, c'est le truc. Voilà, là, je suis tombé dessus. Mais à un moment, il y a une redondance qui fait que, à un moment, tu te dis, bon, ouais, c'est un peu relou, tu vois. Tu Ouais. passes de ça, c'est fascinant, ah, c'est relou. Puis 5 minutes après, ah, mais c'est quand même fascinant. Ah ouais, mais non, on va encore, bon, mais c'est quand même bien. Ah ouais. Et puis à un moment, tu essayes d'expliquer, tu essayes de comprendre. Donc là, il veut te faire réfléchir. Ouais. Moi, on y Mm, reviendra après, mais je pense que c'est son film le plus politique dans le sens où il parle mm. beaucoup de son pays, de l'humain, évidemment, au sens large, mais énormément de son pays et du capitalisme au sens large. Ce capitalisme qui est né à l'époque des samouraïs, samouraï, yakuza, tout ça, mais ça, même Kitano le montre. Hein. C'est des cinéastes comme ça qui savent le montrer, ça. Et donc, et là, je suis, il réfléchit beaucoup et il balance tout. Tu as l'impression que ça pourrait être un dernier film, en mode là, j'en vois tout balader, et m'embêtez pas derrière. Mais non, mais non seulement c'est pas son dernier film, mais la même année, il en fera plein. Donc, on se demande, mais le monsieur, il doit dormir 4 heures par nuit, tu sais, à mon avis, Mais il vit que pour ça. je veux juste rebondir très 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 courtement sur ce que tu dis, mais je pense que Miike, à chaque fois qu'il fait un film, il le fait comme si c'était le dernier. Et vraiment, je ressens ce truc-là un petit Ah peu à oui, chaque fois. Et c'est pour ça que je rebondis juste sur ce qu'il disait. c'est vrai qu'il donne tout. Et là, alors, il donne Mm. plus que tout. Et à un moment, il part sur ce principe philosophique, alors de son scénariste mystérieux. Moi, je dis ça parce que il a pratiquement Oui, scénarisé que des Mickey. Un certain Shigenori Takeshi, même quand en off, on s'est dit, est-ce que c'est pas un prête-nom de Mickey, un pseudo? oui. On peut toujours imaginer. Mais bon, si des gens ont rencontré ce scénariste, on pardonne donc du coup l'existence, parce que finalement, exister, c'est un peu une des thématiques du film. Est-ce que le scénariste existe? Oui. Mais pourquoi existe-t-on et quel est le but de l'existence? Et en Mm. fait, bon, ce film, à un moment, il te dit, ouais, il enfonce des portes ouvertes quand même. Voilà, on va se venger, la haine, mais pourquoi, etc. C'est des questionnements philosophiques qu'on a tous. Non, Mm. Albert Camus a été l'un des
penseur français qui a le plus. Il a même fait quelque chose sur le mythe de Sisyphe. Hein. Il a même d'ailleurs vulgarisé le mythe de Sisyphe, hein, en référençant Kafka, Dostoïevski, je crois, il me semble aussi. Donc, des choses qui sont intéressantes. Et là, si Camus était vivant aujourd'hui, il aurait adoré ce film. Tu mets Albert Camus devant ce film. Mais honnêtement, ça parle du Japon et du cinéma japonais. Non seulement il fait intervenir des acteurs qu'on a vus, je crois qu'il y a un acteur de la bataille de Narayama aussi qui fait donc c'est quand même un des films japonais assez marquants. Donc, sachant que Mickey était assistant réel sur la balade de Narayama. Voilà. Tout est lié. Et donc, l'idée de ce cinéma japonais, de l'art en sens large, parce qu'il y a la musique aussi, une musique un peu rebelle quand même, hein, avec des paroles poétiques. On voit que c'est un poète, hein, le chanteur. Il te sort des trucs là. Et donc aussi l'histoire japonaise. On y reviendra un peu plus sur l'histoire après, parce qu'on a même des images d'archives qui en disent long. Et je pense que Mickey, c'est quelqu'un qui est né donc dans ce Japon et qui très vite s'est très mal senti dans son pays. Enfin, moi, c'est ma théorie. Et qu'il a eu besoin de cet exutoire, le cinéma. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne fait que ça. Je pense que s'il s'arrête, il meurt. Hein. Tu vois, c'est un peu l'idée de ça. Et là, il met tout. Peut-être une période où il en avait ras-le-bol de plein de choses, encore plus que d'habitude. Et là, tu sens qu'il veut tout taper. Et ça marche quand même. Alors, je pense que le film a peut-être bien une bonne demi-heure de trop quand même, quand on y pense. Ça aurait peut-être mérité à être encore plus frontal, dans le sens où finalement, bon, tu peux enlever certaines péripéties. Surtout que tu as vraiment des répétitions avec des jeunes loupards et tout. À un moment, tu penses à Orange Mécanique aussi, mais bon, à la japonaise. Et c'est vrai qu'à un moment, tu sens qu'il est là, il se fait juste plaisir, quoi. Il a casté des gens et tout. Il y a une scène à un moment avec des businessmen, ça là, elle est bien, là, dans la ville et tout. Là, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que, je sais pas ce que tu en as pensé, à un moment, bon, c'est super copieux, mais tu sais, c'est comme un magnifique repas. À un moment, tu es là, t'en peux plus, on te propose un bon dessert. Et, bon, allez, pour vous faire plaisir. Mais derrière, il faut prendre un bon digestif quand même. C'est difficile de se le farder en une fois. Hein. C'est très difficile. Alors, moi, je l'ai vu en 2 fois hier soir, parce que je l'ai commencé avant de manger, j'ai fait une pause et ensuite j'ai repris. Et c'est vrai que c'est un film qui, tu as raison, hein, c'est très copieux. Et c'est pour ça que moi, je trouve pas que le film soit totalement réussi, si je puis dire, parce que je trouve qu'il y a effectivement des moments où il y a beaucoup de longueur. Il y a parfois, je trouve qu'il a tendance un petit peu, mais je pense aussi que tout ça, et je pense que c'est dû certainement à il y a une générosité, il y a une envie de revisiter toute l'histoire du cinéma, d'aller chercher le Shambara, le film de Yakuza, d'aller, pourquoi pas, flirter, parce qu'il avait déjà fait dans Gozu avec quelque chose de très lynchien, puisqu'on parle de Lynch aussi. Je trouve qu'il y a un petit peu cette sorte de digression un peu métaphysique et étrange, surtout pas tant métaphysique qu'étrange véritablement, mais je trouve qu'il y a ce truc-là parfois où il surligne peut-être un petit peu trop son discours. Il y a des moments effectivement où il y a des personnages qui sont littéralement là pour surligner ce qui est en train d'être dit, alors qu'on l'a très bien compris par l'image en fait. Et c'est peut-être un petit peu dommage sur ces moments-là, mais en même temps, tu as ces moments-là où tu dis « Ah merde, j'ai compris ce que tu veux me dire, il n'y a pas besoin, l'image me le dit. » Mais en même temps, l'image, la séquence d'après, t'es embarqué, t'es emporté, donc ça le fait en fait. Et donc, il finit toujours par te rattraper à un moment donné en fait. Ouais, et puis il revisite son cinéma à l'époque. Voilà, il avait fait déjà des films bien marquants et tout. Ouais, on peut penser à la Mélodie du Malheur, Happiness of the Katakuris, à un moment avec ce côté un peu expérimental étrange dont tu parlais vers la fin, là, une sorte de plante, un truc. Tu ouvres une porte, on ne sait pas vers où. On fera une mini zone spoiler à un moment sur la fin parce que à la fin, on est un peu étonné. Et puis les personnages qu'il rencontre, il y a un personnage féminin qui est intéressant. Bon, c'est pas un spoil en soi, elle se considère comme la mère de la vie, la créatrice. Alors là, on est dans la croyance. C'est marrant parce qu'il a l'air de mélanger, je ne sais pas ce que tu en penses, à la fois un peu voilà les croyances un peu bouddhistes et christiques, enfin bah oui, chrétiennes. totalement. Avec la crucifixion au début, bon, il revient en mode Jésus du mal, quoi. Hein, c'est cette résurrection du diable. Hein, c'est intéressant. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression. Alors, est-ce qu'il la critique cette religion? Il a l'air de la commenter en tout cas. De toute façon, le Japon baigne aussi. Hein, il y a eu il y a du christianisme au Japon aussi. Et là, cette créatrice-là, qui est d'ailleurs un personnage assez fou, hein, qui condamne, limite, elle condamne notre cher Iso à la souffrance éternelle par l'invincibilité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il ne peut pas mourir. D'ailleurs, comment il retourne le héros, nous on le voit, là, c'est limite le super-héros et tout. Mais on voit que c'est plus une malédiction qu'autre chose. Quoi. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, tu le vois faiblir, Iso. Tu sens qu'il espérerait en finir, qu'il se laisse faiblir, mais en fait, c'est pas possible. Quoi. Et il y a une souffrance, ça
C'est un film, c'est vrai c'est un film aussi qui est très épuisant en fait. Il y a quelque chose aussi à Ah oui. écouter, même ne serait-ce que le personnage d'Amand Diviso, il hurle continuellement d'une sorte de. Et l'acteur est incroyable pour ça. On sent toute la souffrance qu'il y a de l'intérieur quand il se fait. Parce que quand bien même il ne peut pas mourir, il en prend plein la gueule. C'est un vrai, pour le coup, pour que tu parles de quelque chose de christique, il y a quelque chose qui est l'ordre du calvaire en fait. C'est littéralement Oh, le calvaire du Christ. Il est là en fait quasiment tout du long. Il s'en prend plein la gueule, il se prend des coups de katana partout, il est transpercé de toutes parts. Et à chaque fois, et plus le film avance, plus il hurle, et il hurle, plus le film avance, plus ses cris deviennent inhumains, bestiaux. Et pour le coup, voilà, son destin, si je puis dire, Donnie, de devenir un démon littéralement, ce qu'il est déjà depuis le début, c'est terrifiant. Je trouve que ça fait d'autant plus écho au personnage du chanteur, effectivement, qui est là, qui ouais. chante, quelque chose de très harmonieux, qui en même temps, lorsqu'il chante, on sent que c'est un effort et littéralement une souffrance en fait dans la chanson, qui sont à la fois magnifiques, mais qui sont à la fois terriblement, je trouve, c'est très très douloureux en fait à écouter en même temps. Et je trouve qu'il voilà, y a une sorte de capharnaüm extrêmement douloureux dans le film. Et il y a des moments d'apaisement. Finalement, le silence advient et c'est hyper reposant. Mais je pense qu'encore une fois, tout ça, c'est un choix, encore une fois, de faire quelque chose de très épuisant à écouter et à voir aussi. Ah, c'est le calvaire de Sisyphe, hein. Oui, Ça résume rien l'idée et tout. Et c'est vrai que bon, cette idée jeu vidéo, justement, j'en parlais, mmh, c'est terrible parce que quand il veut se laisser peut-être éventuellement mourir, c'est comme s'il était relancé dans la partie. Mais littéralement, totalement. Mais oui, tout à il y fait. a des moments de passage dans le film, ce qui me fait penser que l'ami Artopolis, enfin anciennement Artopolis, notre cher Nicolas Perrault, cinéaste aussi, qu'on salue, aimerait beaucoup ces idées au moment où il passe. Il y a plein de portes et de passages dans le film. Et à un moment, il y a un truc qui est assez vertigineux et qui est très bien fait. C'est cette trappe. Je crois Oui. il a tué une sorte de représentant du clergé, hein, voilà, parce que bon, de toute façon, il y a tout qui y passe à un moment. C'est pas celui-là, non, il y en avait un an avant avec le vocodeur, là, on a l'impression d'être dans Phantom Ah of the aussi, Paradise ou Dark tout à fait. Vador. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est très drôle. C'est peut-être bêtement l'acteur en lui-même c'est peut-être bêtement ça, hein, au final. Mais Et alors, après avoir tué le sort de moine, etc., qui est joué par un acteur connu, il me semble, hein, eh bien, il tombe dans la trappe, mais littéralement. Et alors, après, on est dans les souterrains. C'est pas la caverne de Platon, là. Non, parce que tu as l'impression de faire un voyage en philo. On mais oui. plaisantait en off, mais c'est une mine d'or pour un prof de philo, Ah ce bah, film. totalement. Et Mais alors c'est vrai je que. veux juste Ouais, vas-y. vas-y, je t'en prie Julien, je Non, reprendrai mais je après. dis, à un moment, il traverse les cercles de l'enfer aussi, d'une Mais certaine manière, totalement. pour revenir à la surface. On ne sait plus où est la surface et où sont les souterrains, où est le passé et le présent, parce que des fois, tu as aussi, Mmh. ça mélange le passé et le présent. Et quelques scènes ridicules, comme quand ils se battent sur la route avec le camion qui. Ça, c'est génial. C'est génial. Tu vois, as l'impression qu'ils sont placés là par le destin, pouf, allez hop, battez-vous. Et en plus, ça m'a fait. Moi, je suis actuellement, tu parlais de jeux vidéo. Moi, je joue beaucoup actuellement aux jeux From Software. Donc, je pense à Elden Ring, Bloodborne, des choses comme ça. Et je trouve que cette idée de l'immortalité avec le personnage qui, une fois qu'il meurt, va repopper quelque part, avec ce qu'on appelle les sites de grâce dans Elden Ring, etc. C'est des choses qui sont effectivement vachement intéressantes, qui, en tout cas, ont fait beaucoup écho quand moi j'ai revu le film hier. Parce que le personnage, finalement, dans Elden Ring en particulier, la mort est supprimée. Donc, le personnage que vous incarnez, qui est le sans éclat, ne meurt jamais. Et je trouve ça vraiment intéressant, en fait, ce Ouais, truc-là, ouais. qui est ici quasiment, alors repris différemment, en fait. En tout cas, c'est un motif qui est intéressant et qui, pour le coup, a fait écho. Et effectivement, pour revenir à ce que je disais philosophiquement, oui, c'est une mine. C'est vraiment une mine. Et quand bien même, encore une fois, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est le défaut, et en même temps, je trouve que c'est quand même une qualité, malgré tout, c'est que bon, les intentions philosophiques, si je puis dire, elles sont quand même très directes, très claires. C'est difficile de ne pas justement y voir là-dedans une sorte de longue digression philosophique sur la question de l'existence, effectivement, du sens de l'existence. Je ne sais pas Mm. combien de fois le concept d'absurde pop dans le Ah oui. film, mais c'est à de nombreuses reprises. Et pour l'existence de Iso, c'est effectivement, tu dis très bien, c'est un mix entre le Christ et Sisyphe. En fait, il y a quelque chose derrière ça. Et en même temps, il y a quelque chose de profondément démoniaque, ce personnage-là. Et c'est ça qui le rend complètement fascinant et qui fait finalement, on ne sait jamais vraiment où on est. Tu disais qu'on ne savait pas aussi. Je pense même en termes de scénographie, il y a un truc, il y a ce moment où effectivement il tombe dans le gouffre, la caméra se retrouve face à lui, tout est à l'envers. Il y a d'ailleurs une séquence qui est quasiment intégralement tournée à l'envers aussi. Donc on ne sait plus effectivement où est le dessus, le dessous, où est effectivement le passé, le présent, parce qu'on saute, on jump, tantôt on est dans une époque lointaine, certainement au 19e, et on rebascule au 21e siècle, effectivement dans cette séquence sur l'autoroute. Et il y a même des personnages qui ne correspondent pas vraiment à l'époque dans laquelle ils sont présentés. Il y a ces personnages-là, tu l'as dit,
hyper étrange avec effectivement son vocodeur sur la gorge. Ça, je pense qu'il y a quelque chose, pour le coup, chez Mickey, qui est très proche du manga. Moi, c'est vrai que je me suis posé la question en le revoyant, en me disant, est-ce que je m'en rappelle plus? Et il y a des personnages qui sont tellement marqués, avec des éléments tellement forts, parce que finalement, il y a quelque chose qui est de l'ordre presque du film choral dans le film, au sens où on a vraiment une profusion de personnages, alors, qui évidemment vont finir mal tous, tués par Iso, évidemment. Dès qu'il croise un personnage, il va le tuer, nécessairement, on le sait. Mais il arrive, presque tous, c'est vrai. Il Et il y a épargne quand même ce truc-là. mais pas que. À un moment, il C'est vrai. épargne, mais après, il épargne plus. On fera une zone spoiler sur des. Tout sur à fait. certaines- ouais. Et c'est vrai que ce que je trouve fort, c'est que finalement, tous ces personnages-là, tu les retiens, en fait. Il a aussi, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'utilitaire dans cette idée de leur fournir soit des maquillages un petit peu exubérants, soit pour le coup des perruques ou des coiffures étranges. Moi, je trouve que le personnage de Renji Ishibashi a une coiffure pas possible et je trouve très drôle pour ça. Il y a ce personnage avec le vocodeur pour le coup parce qu'il n'arrive pas à parler. On retient ces persos-là parce qu'ils ont tous quelque chose d'un peu étonnant, d'un peu étrange qui va finalement faire que ces persos-là, même s'ils ont finalement on a des scénettes presque où on les croise, eh bien on les retient. Et en même temps, même s'il y a un côté un peu découpage scénette, il y a quand même une sorte d'énorme cohérence qui fait que tout ça n'est pas, on ne peut pas le voir qu'à l'aune d'un enchaînement de petits sketchs avec des persos. C'est quand même très cohérent et il y a de la consistance là-dedans. Et puis, il y a ce qui basculera la zone spoiler après, mais il y a un fil rouge quand même. Ce fil rouge, bon, j'en parlais un petit peu, c'est ce questionnement bon, sur l'humain, d'accord, sur la nature humaine, et sur la société au sens large, alors japonaise évidemment ici. Tu as ce fil rouge comme quoi, bon, c'est un. Bon, Iso, apparemment, c'était une sorte plus ou moins de samouraï devenu assassin, de ce que j'ai compris, et qui travaillait au moins pour quelqu'un. On voit d'ailleurs son associé ou mentor, on ne sait pas trop, plusieurs fois là, et qui s'est fait trahir, pour faire simple, hein, on va vraiment simplifier, hein, et qui s'est fait crucifier comme ça. Donc il a fait le mal, hein, peut-être forcé un peu, et il a très mal fini, dans le mal absolu. C'est-à-dire la crucifixion, c'est quand même l'une des plus fortes tortures et l'une des pires morts qu'on puisse affliger à quelqu'un, normalement, hein, de ce que je crois. Et du coup, quand il revient là, il ne peut que avoir toute cette rage en lui qui est le mal humain. Pour moi, c'est un peu ça, c'est qu'il représente le mal que l'humain est capable de faire, comme ce qu'il a suivi, et que c'est ce mal qui l'a rendu inhumain, mais il en est finalement encore plus terriblement humain en faisant le mal fois 1000 potentiellement derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il est à la fois inhumain, démon, mais il est aussi terriblement humain. Il y a des moments d'humanité autour de ce personnage. Je pense que le chanteur là et tout qui gratte, il représente la part d'humanité qu'Iso ne veut plus avoir. C'est pour ça qu'elle a rage à un moment. C'est-à-dire que le chanteur, il se donne à fond, il fait un acting extraordinaire. Alors, peut-être que c'est son style et que quand il se produit sur scène, peut-être qu'il est comme ça à fond. Hein, ça ne m'étonnerait pas. Mais moi, je trouve qu'il y a une part d'âme là. On ne sait pas si c'est le destin ou l'humanité qu'Iso a voulu rejeter. On ne sait pas. Ce qui est marrant, c'est qu'il est là. Moi, j'ai pensé, alors tu vas te fiche de moi, j'ai pensé, tu sais, au film Marie à tout prix. Je ne sais pas si tu as vu les frères Farelli. À un moment de la narration, tu as le groupe qui joue. Là. C'est vrai. Bon, c'est pas le même style. Hein. Mais, il est là, mais il n'est pas là. Mais il est là quand même. Parce qu'à un moment, il intervient. D'ailleurs, à la fin. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce personnage? Peut-être qu'après, on basculera à la zone spoiler pour parler des élites et tout qui sont questionnées. Et d'une référence à un film américain sorti quelques années auparavant. Je pense que tu vas imaginer lequel, parce qu'à un moment, je me suis on peut le dire, hein, à un moment, je me dis, il y a peut-être un hommage à Matrix aussi, un petit peu. Pourquoi pas, c'est vrai. Iso, c'est une sorte de Néo, mais c'est un Néo, voilà quoi. C'est Néo au milieu de la figure, quoi. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu as pensé, quoi, justement, de ce personnage, ce musicien et tout, parce que quel est le choix derrière? C'est convoquer les arts, hein. Mickey il est aussi très artistique, il fait beaucoup de choses à côté. Hein. Et là c'est un choix étonnant. Mais j'ai presque, en voyant le film, on est presque dans la chanson de geste à ce moment-là. En fait, c'est hyper étonnant, je trouve, cette manière de compter. Parce qu'il a cette posture un peu de conteur où on ne sait jamais s'il est diégétique ou extra-diégétique. Dans un premier temps, en tous les cas, on ne sait pas du tout si effectivement, il y a effectivement un moment donné où il va interagir directement, donc on sait qu'il est là, mais en même temps, il est là sans être là. Et effectivement, j'aime bien quand tu parles de cette part d'humanité, cette part justement culturelle face au pulsionnel, parce que c'est effectivement un poète. Il y a tout un rapport notamment à la nature qui est vachement intéressant aussi dans le film aussi. Je trouve qu'il y a des séquences dans la nature qui sont très intéressantes et très souvent ceux qui le chantent, enfin il y a plusieurs chansons qui font aussi une ode à la nature et on termine sur ces trucs là d'ailleurs sur un autre personnage qui parle en partie de la nature, etc. aussi et je trouve ça moi je trouve que ce personnage là il est à la fois, je pense, cette question de l'humanité effectivement
il est peut-être ce qui reste de l'humanité d'Iso, effectivement. Moi, je trouve qu'il y a aussi une part de culpabilité aussi, parce que moi, je n'arrive pas à ne pas voir aussi dans cette quête du personnage d'Iso aussi son enfer personnel, où il va peut-être revoir les gens qu'il a pu assassiner de son vivant, c'est-à-dire lorsqu'il était assassin peut-être, et qu'il se reconfronte à eux, et en se reconfrontant à eux, effectivement, il y a cette décharge, cette hargne, cette haine qu'il a, parce que c'est des actes qu'il a commis l'ont mené ici, et en même temps, il y a cette souffrance, cette culpabilité de l'avoir fait, et d'avoir comme ça enquillé les cadavres dans son existence, avoir été guidé par une haine, etc. Et je trouve que ce personnage-là, qui est vraiment littéralement un conteur, pour moi, dans toute la souffrance qu'il met dans son chant, il y a quelque chose pour moi, effectivement, à la fois de cette culpabilité et de cette humanité déchirante, en fait, qui cherche, comme il le peut, à corps et à cri, à s'exprimer dans le corps, dans le cœur, dans l'âme d'Iso. Et je trouve qu'effectivement, j'aime bien cette interprétation de dire que c'est peut-être l'humanité perdue, mais qui essaie toujours de s'exprimer, encore une fois, à corps et à cri, avec beaucoup de souffrance, au cœur d'Iso, si je puis dire. Ouais, puisque tu parlais de l'infini à un moment là qui apparaît. Bon, on Ouais. verra peut-être après, parce qu'on va rentrer dans un spoiler très vite, mais avant, c'est que l'intemporalité aussi est il y a une forme de tragédie quand même. C'est-à-dire que Oui, là, Mickey, il pose un postulat comme quoi, c'est pas que le Japon n'a pas évolué, le Japon a changé au fil des années, a subi aussi, à un moment on en parlera, parce que je pense qu'il parle de ça, mais le Japon reste euh, imprégné on va dire, ces dirigeants plus ou moins corrompus ou pas, parce que c'est clairement ça, et que Iso, c'était peut-être aussi le bras armé d'une certaine forme de corruption. Alors, s'il appartenait à un seigneur ou pas, je sais pas, j'ai pas vu la biographie du monsieur, mais cette idée-là, quand même. Moi, ça me renvoie. Moi, j'ai beaucoup vu de films un peu Shambara et tout. Il y a toujours cette idée-là. Quand tu vois un vieux Shambara, Kurosawa et tout, et que tu regardes un film de Yakuza, tu fais les parallèles. C'est-à-dire que le Japon a évolué, certes, mais avec d'autres formes de caste et une certaine forme de violence derrière. Un pays qui a beaucoup souffert, qui a aussi beaucoup fait souffrir son peuple, mais comme beaucoup d'autres pays, tu vas me dire. Et tu as l'impression que aussi, est-ce que c'est là le discours? Je pense que la zone spoiler va pas tarder. Est-ce qu'ici, il ne questionne pas ce que le Japon a subi ou a fait souffrir, c'est que le Japon n'est-il pas condamné comme Iso à une forme de souffrance éternelle dans un cycle, quoi. Ouais. Et à reproduire les mêmes erreurs continuellement, parce qu'il y a ce Aussi. truc-là, ouais, voilà. Effectivement, je crois que tu le disais très bien avec le symbole de l'infini sur lequel on reviendra peut-être en séquence spoiler aussi, enfin en partie spoiler, il y a effectivement ce truc-là en fait qui est où c'est-à-dire que moi il y a toujours cette idée chez Mickey, moi je trouve, de l'intrication entre la petite histoire et la grande histoire, cette petite histoire entre guillemets d'Iso qui est consubstantielle à l'histoire du Japon et qui, en fait, tu le dis très bien, ne fait que parler du Japon, de cette lutte des classes, parce qu'il y a comme cette idée-là des opprimés, des dominants et des dominés dont on parle pendant tout le film aussi. Et cette idée à la fin, effectivement, que Iso va progressivement, parce que il y a vraiment une mécanique de jeu vidéo, mais finalement qui se confond très bien avec la question d'une quête de gravir la société jusqu'à ses plus hautes sphères et jusqu'à ses plus hauts dirigeants. Et ça comme littéralement comme pour le coup comme un jeu vidéo pour le coup effectivement c'est ça, c'est-à-dire que là voilà Même à un moment, on il a gravit littéralement cette clairement montée, verticalement. tout à fait, et je pense qu'on est vraiment dans une démarche, cette mécanique de jeu vidéo qu'on pourrait apparenter au jeu vidéo, c'est littéralement une mécanique sociale en fait, et de progressivement monter pour aller venger, exercer la haine des opprimés sur les dominants aussi, sachant que tu le dis très bien, il a certainement dû être le bras armé de ces hautes sphères. Donc une est incarnée par Kitano, entre autres, qui fait partie de ces hauts Ce qui est génial, dirigeants. c'est que ça s'éclaircit quand on en discute comme ça, mais le film, il est autant. Alors, bon, il est historique, d'accord, mais il est autant inspiré des mangas. Tu as l'impression que Mmh. des fois, il passe d'une case en case et tout. Donc, même Oui, dans le tout à fait. montage, il y a quelque chose. Et du jeu vidéo, quand il passe d'un niveau à l'autre, quand il repop dans un autre lieu, c'est construit exactement comme ça, quand même. Et je pense que Ouais, Takashi Miike, ça a dû être un des premiers geeks aussi. À mon avis, le connaissant, il a dû expérimenter. De toute façon, on voit, il y a des scènes d'expérimentation dans ah bah, beaucoup oui, de ouais. ces films. Récemment, parlé de Dead or Alive 2, il se passe des trucs. Bon, on ne parle même pas de la fin de Dead or Alive 1, tu vois. C'est très amusant, ça. Enfin, et puis, il y a aussi des images documentaires d'archives et tout. Il Oui, ose tout, en fait. Il essaye tout. C'est-à-dire que la petite histoire dans la grande histoire, et aussi l'histoire de l'évolution de son art et de son propre médium de oui, créateur. bien Et sûr. c'est vrai qu'il rend autant hommage à des trucs ancestraux, bon, Chambara, tout ça, le théâtre, il fait aussi. Il a aussi fait des pièces de théâtre filmées, il a tout fait. Et aussi plus moderne, manga, en manga moins moderne, et jeux vidéo, là, en plein dedans, au début des années 2000, c'est quand même l'essor absolu, surtout au Japon, mais au Japon même avant. Hein.
Et on va y aller dans cette zone spoiler quand même, parce que, bon, là, c'est pêle-mêle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on aurait pu dire dans la zone spoiler, des choses qu'on va dire dans la zone spoiler qu'on aurait pu dire avant. C'est pas bien grave. C'est pas très important de spoiler ou pas, mais il y a. Alors, je parlais tout à l'heure d'un truc. Oh, oui, voilà, Matrix. À un moment, il y a alors, les dirigeants, les représentations, grosso modo, le chef capitaliste, le Yakuza, enfin, tous les dirigeants, en gros, de cet univers, qui sont là, visiblement, pour protéger un boss final qui pourrait être une sorte d'image de Dieu à la fin, mais Dieu avec un serpent. Oui. Moi, je dis ça, mais Dieu, le diable, enfin, en gros, il met, voilà, enfin, on a compris, quoi. On sait pas trop. Ce personnage est très mystique, un peu androgyne et tout. C'est génial. Oui. C'est très génial. Et c'est le seul qui va réussir à vaincre Iso en soufflant. Voilà. C'est génial. Mais alors, voilà, cette représentation-là, à un moment, dans cette discussion, il dit OK. Alors, Mickey, je ne sais pas s'il avait vu Matrix, mais en mode ah, c'est un peu. Ouais, c'est le grain, ouais, c'est le caillou dans la chaussure. Je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais à un moment, c'est clairement l'architecte et ses amis qui parvenaient au. Et c'est vrai qu'il est là pour libérer le système, peut-être, mais en fait, pas du tout. Hein. Il n'est pas là pour ça, Iso. Je pense qu'il s'en fiche du système et même de la population. À un moment, il tue même des enfants. Hein. Oui, tout à fait. Dans la séquence dans l'école, pour le coup. Elle est terrible d'ailleurs cette scène parce qu'avant il épargne des familles, mais les familles d'ailleurs lui font les mêmes reproches, c'est-à-dire justement il est autant coupable que responsable. Je parlais tout à l'heure, il peut être aussi cette culpabilité, mais à un moment il va faire le geste de les tuer. Alors volontairement hors champ, alors est-ce qu'il y a une censure, j'en sais rien, mais en même temps il fait c'est là où il a fait intégrer des images d'archives aussi. Voilà. Sur le Japon et la guerre, et même à un moment on voit un défilé avec des masques à gaz. Je pense que ça référence Nagasaki, Hiroshima. Ah bah il y a la bombe, il y a aussi des plans de la bombe atomique aussi, il y a aussi ça, il y a les champignons nucléaires aussi, ouais, effectivement. Donc ce Japon qui a souffert, mais qui est corrompu, dans tous les sens du terme, hein, d'ailleurs. Et c'est parce que moi, t'as raison de signer ce plan-là, le plan justement où on parcourt le champ sur l'endroit où Iso a massacré tous les enfants. Pour le coup, c'est ces moments-là en fait où il y a vraiment porosité entre fiction et réalité, parce que cette image-là, qui est effectivement une image de cinéma, puisqu'on voit que c'est traitement d'image, c'est pas les images d'archives qui nous montrent à côté, mais elle essaie, dans tous les cas, dans ce qu'elle représente, de nous ramener aux images d'archives qu'on a pu voir, de massacres et autres, parce que effectivement, le film parcourt tout dans ces images d'archives. Il y a le champignon nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki, il y a l'avènement du Troisième Reich aussi, donc il y a pas mal de choses aussi, il y a pas mal d'images d'Hitler notamment. La culpabilité. Culpabilité du Japon qui malheureusement s'est allié à l'Allemagne. Tout à fait. En Guerre mondiale. Et tout est là, en fait, tout est dit. On peut finalement, en fait, tout ce qu'il cherche à dire par le fantastique, il est déjà dit presque par ces images d'archives, en fait. Ouais, ça fait mal au cœur parce que tu le vois. Enfin, je pense que il y a un petit cri du cœur. Takashi Miike, il est quand même japonais, il a grandi au Japon et je pense qu'aussi, voilà. Mais on le voyait dans d'autres de ses films où il questionne, où il sabre la société dans tous les sens du terme. Hein. Il sabre, il catanise la société japonaise. Évidemment. Même Visitor Q, tu vois comment il déconstruit la famille parfaite japonaise et tout. Et là, la famille, les familles qui apparaissent sont dégommées. Il y a même une scène terrible où on voit que il voit la souffrance des gens aussi. C'est cette femme qui dit adieu à son mari qui part au combat. Oui, tout à fait aussi. Et ça, tu as l'impression que ça pourrait être une image, pas d'archive, mais d'un ancien film, mais non. Et après, on voit ces soldats zombies avant qu'il y ait les vampires. Et soldats zombies, d'ailleurs, qui ne se battent pas contre lui, qui le suivent. Ouais. Il y a plein de trucs, là. Il y a limite trop de trucs, en fait. Tu te dis, il balance des trucs comme ça et tu aimerais le voir aller plus loin, mais sinon, il aurait fait un film de 4 heures. Alors là, je pense qu'on n'en serait pas revenu, quoi. Ah ben, mais tout à fait. Mais il y a tellement de choses, hein. C'est impressionnant, en fait, en termes d'analyse. C'est un film, je pense, qu'on n'a pas fini d'analyser et qu'on ne pourra jamais finir d'analyser, parce qu'il y a tellement de choses il y a tellement de points de vue, de prismes par lesquels on peut l'aborder, que c'est assez vertigineux, en fait. Vraiment, je trouve que, et encore une fois, quand bien même tout n'est pas réussi, en fait, il y a même je dirais même dans ces échecs, si je puis dire, ou ces maladresses, le film reste fascinant et intéressant à penser, en fait. Et puis, l'Amérique, donc, qui a balancé ses bombes atomiques, tout ça, bon, il y a quelque chose d'américain dans le film. Et ça, c'est assez étonnant. Alors à l'époque, il était assez connu en plus. Enfin, il est peut-être plutôt à la fin de sa carrière, mais un joueur de football américain qui s'appelle Bob Sapp, que j'ai dû voir jouer parce que je regardais un peu le football américain à la fin des années 90, début 2000, sans savoir qu'il aurait peut-être joué dans un Kitano. Et alors, c'est un personnage afro-américain, et c'est très important ça,
qui représente l'Amérique à un moment. Donc, un des trucs à tuer, comme l'Amérique a balancé des bombes atomiques, j'ai l'impression qu'Izo, il veut se venger aussi de ceux qui ont fait du mal au Japon, dans tous les sens du terme. Mais c'est le seul personnage qui est tué par Izo, qui va quand même dire merci. À la fin, il lui dit merci, effectivement. Et qu'est-ce que c'est que ce merci? C'est-à-dire que c'est un personnage qui, tout américain soit-il, a peut-être lui aussi beaucoup souffert. Et là, ça renvoie à l'histoire américaine, peut-être sur l'esclavage et tout. Moi, et pas que l'esclavage, tout ce qui s'est passé derrière, ce qui peut encore se passer aujourd'hui. Je me demande s'il n'y a pas aussi vaguement là un discours. C'est pas pourquoi il a pris un Afro-Américain. Mais oui, c'est très étonnant. Et je pense que le merci là, parce qu'il meurt différemment, quoi. C'est un merci, il va pouvoir reposer en paix. Il y a quand même un message là-dedans, une forme de nihilisme aussi, peut-être, sur ce que l'humanité est capable de faire subir, et même à d'autres êtres humains, du coup, pas qu'à un pays ou une nation, je sais pas quoi. Je sais pas, est-ce que c'est suranalyser ça? J'en sais rien, mais il y a des choix aussi. Il a supervisé le choix de ses acteurs et tout. Mais c'est un choix. En fait, je vois pas s'il n'y a pas d'intention vraiment. Pourquoi avoir été chercher un joueur de football américain, afro-américain? Enfin, je n'arrive pas à comprendre autrement. S'il n'y a pas une intention derrière, je vois pas pourquoi il a été cherché. Et je trouve ça. En plus, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce combat-là, c'est vrai que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce côté, cette manière dont il travaille le combat de David et Goliath, presque aussi, qui fonctionne aussi très bien à l'échelle des États-Unis face au Japon aussi. Il y a ce truc-là, que je trouve vachement intéressant aussi dans ce combat-là aussi. Et effectivement, ce remerciement final que je trouve très étonnant, parce que pour le coup, effectivement, c'est le seul qui meurt. La plupart meurent dans la souffrance, et c'est le seul qui semble mourir apaisé. Pourtant, il a une mort très violente, puisque Iso le coupe en deux, littéralement. Scène qui m'a rappelé le film Cube. Voilà. Oui, d'accord. Avec oui, le même effet spécial, tu sais, le truc qui glisse. Mais je trouve que cette séquence est très belle aussi, en fait. Et il y a tout ce truc-là, tu parlais d'avoir des soldats aussi qui le croisent. Il y a tout ce discours-là de dire que finalement, pourquoi Iso tue autant de gens, c'est parce que les gens ne le laissent pas passer aussi. Il y a ce truc-là où on lui laisse le passage aussi. Il tue ceux qui sont sur son chemin. Alors, on ne sait pas où va ce chemin, justement, ça va avec cette idée de l'absurde. C'est étrange parce que tu parlais tout à l'heure de destin, le film traite de la question du destin, mais en même temps, le destin sous-entendrait qu'il y a un sens, il y a quelque chose qui nous guide quelque part. Et là, en réalité, on nous montre que finalement, tout ça n'a pas de sens véritablement. Donc, en fait, c'est un film aussi qui est bourré de paradoxes en fait, dans les concepts qu'il emploie et qui joue justement de ces paradoxes-là. C'est hyper intéressant. Même à un moment, le signe de l'infini où il court dessus, oui. À un moment, il le brise avec son sabre. Totalement. Et il y a quelque chose, pour le coup, tu parlais de Nietzsche en off, il y a quelque chose aussi de très sur cet avènement du surhomme qui va justement briser toutes les normes, etc., pour pouvoir s'imposer à lui-même ses propres normes. Il brise, alors on voit finalement que tout ça est vain, puisque la fin montre que tout ça est vain et que finalement la boucle reste bouclée à terme, avec cette presque relecture de l'origine du monde pour terminer le film, que je trouve très lumineuse. Voilà. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ramène presque aussi à la mythologie grecque, je trouve, sur ce final, et je trouve c'est assez marrant sur ce truc-là. Et donc, il y a ce truc-là, effectivement, il brise cet infini, et que je trouve véritablement cette idée que l'homme, parce que c'est un film qui marche bien aussi parce qu'il parle à l'universel, en fait, à ce qui fait l'universalité, ce qui fait l'essence de l'homme là-dedans, avec cet homme face à son destin qui va décider à ce moment-là, en tous les cas, puisqu'on verra que finalement tout ça est presque illusoire, ou voilà, ça ne fonctionne pas, il va parvenir à imposer ses propres valeurs en refusant les valeurs qu'on lui impose. Et donc là, pour le coup, l'avènement du surhomme. Et je trouve que c'est littéralement une sorte d'itération du surhomme, Iso aussi. Puis c'est vrai que c'est intéressant parce que tu me dis face à son destin, et à un moment, il y a une scène vers la fin où il est face à lui-même, sa crucifixion et tout. Donc à un moment, il est face à ce qu'il a été, ou ce qu'il est maintenant, ou ce qu'il n'est plus. Parce qu'il y a tout un truc là-dessus. Et puis bon, architecturalement, le film est génial. On en a parlé de changement, la trappe, les souterrains, il y a des trucs très, très, très bien. D'ailleurs, photographie qui est travaillée là-dessus. Bon, avec des moyens un peu limités, peut-être par moment, mais c'est pas grave. Et à un moment, il y a cette sorte de maison à la japonaise, un peu entre maisons qu'on voit dans des vieux Shambara ou pas, ou dans des ozu, tu sais, des trucs où voilà, on ouvre et tout. Et on sait pas. À un moment, c'est très labyrinthique d'ailleurs, et tout. Et c'est là où on va affronter, alors après que Kitano et les autres soient tous décapités très vite, c'est-à-dire ça, c'est faux Big Boss et tout, ils sont tous poum, poum, poum. Après il y a hop, c'est pas Hamlet, à un moment j'ai pensé à Hamlet avec le crâne qui le balançait. Oui. Et à la fin, donc, le boss final qui est appelé Votre Altesse, alors, dans les sous-titres, parce qu'il faut se méfier des sous-titres français, mais bon, pourquoi pas.
Et cette Altesse, donc, qui serait une sorte, alors je ne sais pas trop, il me semble on la voit au début, cette Altesse, en billet de blanc avec le serpent. Donc évidemment, on va penser au péché originel. Tu parlais de l'origine du monde. D'ailleurs, on revient à l'origine. Là. Oui. Et c'est une sorte de dieu, alors qui serait à la fois un dieu chrétien et peut-être une forme de dieu, de représentation divine, bouddhiste. Enfin, après, je manque. À mon avis, c'est un mélange de trucs. Ouais. Et face à cette créature divine, bon, ces sbires se sont vite dégommés, hein, Iso va être démuni et va être envoyé ailleurs. Il va être tué, hein, grosso modo, en un souffle. Et envoyé dans une sorte de cosmos, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Alors, c'est là où les effets spéciaux sont entre l'expérimental et le moche, mais ça renforce l'idée qu'on est dans un ailleurs, là. Quelle est ton interprétation, toi qui l'as vu plusieurs fois, sur ce boss final, où le combat final est très décevant en soi? C'est vrai que quand on parle de monter en crescendo, c'est presque un anticlimax à la fin, effectivement. Alors, il y a effectivement les deux sbires qui tuent et qui disparaissent de manière aussi très étrange, avec des spéciaux aussi très étranges, où ils sont littéralement, il y en a un qui devient une sorte de chenille géante numérique bizarre, et le Fusuma qui est derrière, donc le volet qui est derrière s'ouvre, et on a littéralement voilà, une fleur qui est derrière, avec un effet spécial très étrange, qui marche pas vraiment, et l'autre devient une sorte de nuée de papillon. La jeune femme, c'est un nuée de papillon, et l'autre une chenille. C'est assez étonnant là-dessus aussi. Il y a toutes ces questions certainement de la métamorphose, puisque Iso se métamorphose littéralement aussi tout du long. Tu disais qu'il y a ce personnage qui est très androgyne, qui est à la fois homme et femme, qui est entre les deux, entre la femme et l'homme, qui sont ces deux sbires. Il y a un truc, il y a certainement plein de trucs derrière tout ça aussi. Mais je trouve effectivement assez extraordinaire cette manière de monter les choses, et que finalement, ce personnage-là qui paraît d'une puissance dont la haine paraît, on va dire, on ne peut pas l'empêcher d'avancer. Il ne s'arrêtera jamais. Il ne peut pas s'arrêter. Il défonce tout ce sur quoi tout ce qui est sur son passage, pardon. Et là, il suffit de rien. Et ça ramène encore une fois à la condition humaine, hein, cette idée, je ne vais pas reciter Pascal et l'homme est un roseau pensant, le plus fragile d'entre tous. Mais il y a ce truc-là où un petit souffle et finalement, Iso est ramené à sa condition humaine et à ce moment-là, il tombe littéralement pour pouvoir revenir à l'origine. Et là, bon, on peut peut-être refaire on avait déjà parlé chez Mickey de la question de la réincarnation, donc il ramène au bouddhisme, etc. Bien Et sûr. il est littéralement ramené effectivement à sa simple condition d'être humain face à cette divinité, après avoir tué, enchaîné les humains, avoir tué toutes finalement ces itérations, ces concepts, parce que tous les personnages, le personnage de Kitano, etc., sont des concepts en fait. C'est vraiment, ce ne sont Ça pas des représente personnages à part entière. Voilà, même, hein. c'est ça, des allégories, merci. Ouais, c'est beaucoup mieux que tu dis allégorie. Et pour le coup, voilà, il se retrouve face au divin, véritablement. C'est peut-être le dernier obstacle qui lui permettrait sa libération. Mais face au divin, finalement, il ne peut rien. Et un souffle du divin le fait ploie et le ramène finalement à sa condition d'être humain, de simple mortel, et qui était immortel jusqu'alors. Et finalement, là où il pouvait se libérer de ce destin qui ne cessera jamais d'être et de se répéter, il repart. Et on finit sur cette séquence, effectivement, qui est cette origine du monde avec. Voilà, c'est très étonnant. Une fois Mais que je sais pas l'architecte, parce que c'est l'architecte qui l'a tué à la Oui, fin. Et puis oui, alors c'est sa mère, la créatrice, alors sorte d'autres représentations divines, la mère nature peut-être d'ailleurs, parce que oui. en soi, voilà. J'ai un doute, mais je me demande que c'est pas avec elle qu'il couche à un moment plutôt. Il couche avec elle avant, donc il est Voilà, c'est presque son l'inceste. propre. Voilà. Et c'est Il est presque son son propre propre. père. Et voilà, c'est ça, en fait. Pour moi, j'interprète comme ça. En fait, c'est lui qui ensemence presque déjà la mère nature, si on le prend comme ça, qui va accoucher de lui-même, finalement. En fait, là, on est encore sur la boucle. Parce qu'il est devenu sa propre malédiction, sa propre idée, etc. Tout à Et fait. ce qui était marrant d'ailleurs, la scène où il couche avec elle, c'est en mode les sous-titres français, j'étais mort de rire. Parce qu'il y a Poinçonne-moi comme tu m'as Ah jamais. oui, tout à fait. Mais pourquoi? C'est vraiment ça, non? C'est là où tu aimerais vraiment parler japonais avec toutes les subtilités, parce que tu te demandes si c'est pas celui qui a fait les sous-titres qui s'est. À mon avis, non. C'est vraiment, à mon avis, c'est même limite plus cru encore. Ah, mais je pas. Ah non, mais c'est pour montrer toute la haine et la rage. Il n'y a même pas d'amour, en fait. Mais Bon, quand tout ils à font fait. l'amour, non, c'est dans la colère, donc forcément, et tout. Et donc, oui, il renaît de lui-même en sorte de bébé. C'est pas 2000 ans Odyssée de l'espace, mais presque. Presque. Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche, on en a parlé tout à l'heure, tout se relie de toute façon. Mais c'est vrai, il naît, puis après, on le revoit, on le voit
Il aurait dû. Moi, j'aurais poussé le délire dans l'expérimentation. J'aurais mis la tête d'Iso sur le corps du bébé. Moi, ça aurait été incroyablement drôle. Il n'a pas osé. Je l'aurais adoré. Mais c'est vrai qu'après, après, oui, il est condamné à revivre. Mais il y a presque une sorte de fin positive. À la fin, il y a une sorte de poésie qui est visiblement dite. Alors, c'est plus par le chanteur. Hein, il n'est plus là, le chanteur. Hein, mais visiblement, c'est l'Altesse, c'est le divin qui récite un poème en mode maintenant, tu peux vivre. C'est limite, non, c'est pas de l'ironie, il se fout pas de sa gueule en fait. Je sais pas. C'est entre beau et en mode, en gros, tu vas vivre maintenant. Après avoir vécu et tout souffert, tu vas vivre. Ok. Donc tu vas revivre pour ressouffrir ou tu vas peut-être vivre enfin une vie paisible? Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que tout ça n'était, c'est ça que je me suis reposé hier en le revoyant, est-ce que tout ce qui s'est passé pendant le film, tout ce qu'il a revécu, tout ce à quoi il a dû faire face, sa culpabilité, etc., c'est pas une manière finalement de se réincarner et donc d'avoir cette possibilité de pouvoir de nouveau revivre, de pouvoir partir aux origines? Mais alors, ce serait une forme de purgatoire, donc dans sa mort, avant qu'il fasse une réincarnation. Ouais. Et du coup, voilà. Il serait une forme d'élu en soi, parce qu'il aurait la vision dans ce purgatoire, dans ce cauchemar prénatal, de tout le mal japonais d'après. Aussi, c'est vrai. Peut-être qu'il va naître et va empêcher les catastrophes. On dit n'importe quoi, mais après tout, parce que c'est pas comme dans Scrooge, mais c'est pas loin, c'est la souffrance passée, présente et future du Japon. Hein, tu vois ce que, oui, tu vois ce que tout à fait. Et peut-être qu'il renaît en mode maintenant il sait tout, il a une forme d'universalité, ce qui est faux parce que quand bien même on ait eu des vies antérieures, quelles que soient vos croyances, on ne se souvient pas de ces vies antérieures. Donc peu importe. Mais c'est peut-être ça d'ailleurs l'absurdité finale, c'est que oui, il va vivre et tout, il a vécu, il a souffert, il va vivre, mais en fait, il va vivre une nouvelle vie, c'est lui qui va la faire, sa vie. Aussi bien il va avoir une vie à peu près tranquille ou il va encore plus souffrir. Et sans avoir connaissance des erreurs qui l'ont précédé ou qu'il a pu commettre dans sa vie précédente. Donc c'est effectivement, il y a une ironie peut-être ici. Ce rapport au divin qui manipule et qui tire un peu les ficelles, quoi, aussi. Ouais. Et qui attend peut-être que l'homme, enfin, soit vraiment à son image. Mais tout à fait, oui. Parce et que qu'il apprenne de ces... C'est l'absurdité de Dieu, le créateur qui créerait l'homme à son image. Mais en fait, lui-même, il est dans une sorte de mythe de Sisyphe à lui, Dieu, parce que les hommes ne sont pas, n'arriveraient pas à avoir sa perfection. D'où ces guerres et la souffrance et tout. Et en fait, on revoit le film à l'envers, quoi. Ah, mais ouais, en gros, le message de Mickey, c'est nous sommes des putains d'êtres humains, on a fait des conneries, on en fera d'autres. Voilà. Et on apprend. Moi, je vois quand même un peu pessimiste en disant finalement, on n'apprend jamais de nos erreurs aussi. C'est ça, c'est un message qui est pas loin d'une forme de nihilisme aussi, quand même. Et il y a une forme de cynisme ironique derrière, je sais pas. Il y a quand même cette idée-là quand même que Dieu nous a laissé. C'est pour ça que je pense que l'idée du péché originel avec le serpent est intéressante, dire que Dieu nous a laissé la liberté de commettre des erreurs, la liberté de pécher, la liberté de faire de mauvais choix. Malheureusement, pour pouvoir justement nous laisser la possibilité de pouvoir, c'est presque quelque chose de pédagogique, de pouvoir aller à l'encontre, enfin rectifier nos erreurs ou en tout cas ne pas les refaire. Mais finalement, l'homme étant ce qu'il est, quand bien même il fait des erreurs et qu'on lui laisse la possibilité d'apprendre de celles-ci, il n'apprendra jamais. Et je trouve que c'est un peu effectivement. On peut fermer la zone spoiler dessus. Totalement. Je pense que voilà, la zone spoiler, mais bon, c'est un film d'une richesse. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire ouais, enfin, il est nul ce film, vous avez surinterprété. Je suis persuadé, et on vous en voudra pas. Dans ce cas-là, non, pas du tout. Tu vois, c'est vrai que ça peut être vu comme un délire foutraque premier degré où il a juste empilé les scènes les unes sur les autres. Je sais que le film a été plutôt mal reçu par certaines personnes, hein, même des fans de Mickey. Ce qui est étonnant ou pas, d'ailleurs, je sais pas, parce que quand on a bien. En fait, il faut pas voir ce film en 3e ou 4e position chez Mickey. Il faut peut-être en avoir vu une bonne dizaine. Oui. On a bien fait de le garder pour là, tu vois. Parce que, avec le recul de ce qu'on a vu de lui, ce film, il a une cohérence, quoi. Bah ouais, totalement, oui. Il a une surcohérence, même, on pourrait dire. C'est de l'hyper-cohérence. C'est pas Baudrillard, mais pas loin, tu vois. En plus, comme il retourne à un moment, c'est un peu ça. Totalement. Quoi. Mais tu nous as pas dit l'actrice en question. Ah bah oui, parce que toi, tu as rencontré une actrice qui s'appelle donc Mari Nakayama. Elle joue qui et elle joue qui? Elle fait quoi? C'est pas un spoil, ça.
Hop, ça arrive assez vite au début, mais c'est vrai que c'était une expérience intéressante puisqu'à l'époque, mes parents accueillaient régulièrement en fait des correspondantes japonaises et des correspondants japonais. Et donc il y en a une qui est venue une année et sa maman est venue nous visiter pendant que sa fille était là pour le coup ici. Donc elle a rencontré la famille qui accueillait sa fille et elle avait amené avec elle sa meilleure amie qui est Mari Nakayama. Et qui pour le coup était actrice qui a beaucoup, beaucoup d'années 70 et qui avait quand même ce titre de gloire d'être la première femme à avoir montré ses seins à la télévision japonaise. Donc elle avait quand même ce truc, c'est en grosse partie pour ça dans un premier temps qu'elle a été vraiment connue et qu'elle a explosé. C'était une actrice hein, globalement elle a fait tout un tas de choses autrement. Mais voilà, c'est un truc qui l'a fait un peu exploser aux yeux du grand public japonais pour le choc que ça avait dû créer certainement à l'époque, dans les années 70, dans une société excessivement patriarcale qui n'a pas encore totalement évolué là-dessus. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, on discutait, c'est là en mangeant. Moi, j'avais un très modeste niveau de japonais à l'époque, donc je comprenais pas tout ce qu'elle me disait. Même, elle m'a demandé globalement ce que je savais. Mon frère, qui parle couramment japonais, lui avait expliqué que j'aimais beaucoup le cinéma de Takashi Miike, que j'aimais beaucoup le cinéma japonais globalement, en particulier à cette époque-là, que j'y passais beaucoup de temps. Et donc, elle m'a expliqué, en discutant de Takashi Miike, elle m'avait expliqué que oui, Takashi Miike, elle le connaissait. On ne se comprenait pas très bien dans un premier temps parce qu'elle me parlait en japonais et on essayait de dialoguer vaguement avec notre anglais autrement balbutiant, si je puis dire. Et elle m'avait montré cette séquence, Takashi Miike, oui, je connais, où elle retire effectivement une arme blanche de son vagin. Bon, ça, c'est un délire très mickesque quand même globalement, ce genre de truc un peu chelou qui te sort un peu de nulle part, mais qui est intéressant au demeurant. Et pour le coup, elle joue ce rôle de ce personnage donc, qui apparaît dans la première partie du film, maquillé avec presque un truc de théâtre kabuki sur le visage, ou théâtre no, avec du blanc sur le visage et du noir sur l'autre, qui est une ancienne. Alors peut-être qu'on peut interpréter comme une ancienne amante de Iso, peut-être de son vécu. Il dit tout un tas d'atrocités en disant qu'il n'a absolument pas pris plaisir à ce qu'il y avait, que son vagin était puant et répugnant. En fait, très très bizarre. Le dialogue est hyper étrange. D'accord, ouais. Sympa. Voilà. Et donc, on avait discuté un tout petit peu de Mickey. Elle me disait qu'elle l'avait de temps en temps au téléphone, que c'était un mec un peu particulier, mais que c'était un mec extrêmement gentil. Donc, ça m'avait un peu rassuré avec le personnage, avec l'étrangeté à l'époque de ce que j'avais pu découvrir. Et c'était intéressant parce que moi, pour le coup, mine de rien, moi qui avait vraiment une grosse affection pour le cinéma de Takashi Miike, en discuter un petit peu avec elle, savoir que c'était quelqu'un de finalement très posé, mais un peu fou, et en même temps très sympathique, mais un peu étrange, ça correspondait tout à fait à ce que j'entrevoyais à travers son cinéma. C'était assez étonnant de pouvoir discuter un petit peu avec elle de ça. Donc voilà, c'est vraiment une petite anecdote. Ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça, mais je trouve vraiment, elle m'avait dédicacé mon Divix à l'époque, puisque pour le coup, c'est des films qui étaient très difficilement trouvables, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein, Iso, vous allez avoir du mal à trouver. Merci Julien de l'avoir retrouvé. Oui. Et pour le coup, elle m'avait dédicacé mon petit Divix, parce que je l'avais gravé. Donc j'ai encore la dédicace de Mari Nakayama. Et pour le coup, voilà, c'était un chouette moment et une chouette rencontre pour le coup. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça, pas piqué des hannetons. C'est intéressant parce que tu es posé un peu et tout, mais dans le film, il y a des moments posés. Puis dans son cinéma, parfois, il va y avoir des moments posés quand même. Mais je pense comme il intériorise beaucoup de choses dans la vraie vie, dans son cinéma, il balance les potards. C'est intéressant un jour qu'il y ait une biographie officielle, que quelqu'un écrive sur Takashi Miike. Je sais pas. Alors en langue française, je pense pas que ça a été fait. Peut-être qu'un jour tu le feras, peut-être dans tes vieux jours. Oh, ça serait incroyable. Peut-être qu'on fera un truc à 4 mains, ça pourrait être mais ça serait génial. Je sais qu'il y a notre camarade Az l'épouvantail qui connaît bien Takashi Miike aussi. Mais ça serait intéressant d'en savoir plus, même si je pense que c'est quelqu'un de secret qui ne s'est pas beaucoup révélé. Hein. J'imaginerais ça plutôt. Mais comment il a grandi, sa jeunesse, quels étaient ses premiers amours, comment étaient ses premières amours de cinéma ou autres, hein, dans tous les arts. Je pense qu'il a baigné dans un milieu artistique très tôt, très vite. Mais bon, je sais pas, peut-être en fouillant un petit peu, mais bon, peut-être qu'il faudrait fouiller sur des sites japonais et que notre japonais est très, très limité. Voilà. Bien encore plus que le tien, je pense. Mais non, mais il faudrait voir d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous êtes japonisant et que vous connaissez la culture et que vous avez trouvé des informations sur Takashi Miike qui n'ont pas été traduites ni en anglais ni en français, parce que c'est probable. N'hésitez pas aussi un jour à préciser, hein, parce que je pense que des fans de Takashi Miike tombent sur nos vidéos et un jour peut-être vont balancer des scoops. Voilà. Mais ils auraient tort de ne pas le faire. Il faut qu'ils le fassent. C'est ça. Il faut le faire. Il faut rendre populaire Miike un peu partout. Et ben voilà, Iso.
Voilà, je pense qu'on a dit les termes hein, sur le film, les fameux Oui. isothermes. Voilà. Oh, c'était Voilà. beau, c'était beau. Allez, voilà, bon, il fallait Voilà. bien qu'on en fasse une. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de C'était tropes. magnifique. Hein. Il y avait beaucoup de tropes dans le film, les fameux isotropes aussi. Voilà. Non, mais bon, c'est pas bien. Mais voilà, ISO, autant dire qu'une chose, on vous conseille pas de commencer Takashi Miike avec ISO. Non, vraiment Voilà, pas. vaut mieux commencer avec Audition. Je pense que ça a été notre On est premier d'accord. ensemble et je pense que Audition, Oui, c'est une belle porte d'entrée. ça a été mon premier aussi, hein, ceci dit, donc je comprends parfaitement. Et c'est vrai que c'est le film qui est le plus réputé de sa filmographie parce qu'il a eu cette carrière. Voilà. Mon cher Romain, je me demande ce qu'on va faire après en Mickey. Bon, on a des idées. On a des idées. On a Oui, on a quelques des petites idées, ouais. Et là, ISO quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas. Alors, si vous avez trouvé toutes nos vidéos, déjà, parce que bon, j'en ai fait une playlist, mais même, et que vous voyez qu'on n'a pas parlé d'un Mickey et que vous avez Ah envie oui, qu'on en parle, hein, dites-le, hein, parce que il en reste. Hein, il en reste. On n'a pas fait le quart de sa carrière. Hein, même pas en fait. Je crois qu'il a, alors, tout confondu, il a 85 œuvres, je croit. Voilà. oui, oui. Sans Et compter il les doit y avoir, séries, voilà, parce il qu'il y doit a y des avoir 50 séries. films. Donc, Voilà, c'est ça. on fera jamais tout. Et puis il y a des films qu'on peut pas visionner, qui seront vraiment jamais même il n'y a pas des sous-titres quoi. Enfin bon bref. Mais en tout cas, Romain, c'était un grand plaisir de parler de ISO. C'est pour commencer 2025 ensemble sur la chaîne, hein, parce que sur la tienne aussi, on a parlé d'un autre film très différent. Voilà. Oui, mais bon, version française, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est toujours un plaisir d'évoquer Takashi Miike, mais pas que. Voilà, avec, en tant compagnie, Xavier Jean sur ta chaîne, Bustio Mori aussi. Oui, Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les nouveaux films de ces créateurs-là, parce qu'on a finalisé. tout à fait. Et d'autres si affinités, bien sûr. Et les fameux Dear Horror Movies aussi, où j'ai eu l'honneur d'être invité l'année dernière sur le projet Blair Witch. Mais Et petit spoiler, enfin, je te tease, hein, tu reviendras. Je Ah, peux voilà, vous le dire cette c'est année. très gentil. Et puis ça va revenir, il va y avoir la saison 2 là, et tout. Voilà. De toute façon, quand Le premier épisode est enregistré, donc ça va arriver d'ici voilà. quelques temps aussi. Et les films d'horreur, là aussi, il y en a beaucoup, plus encore que des films de Takashi Miike. Plus C'est encore. vrai. Et merci Romain, en tout cas. Mais merci à toi, c'était un plaisir de. C'est un plaisir de voir le film, de revoir le film après si longtemps et de pouvoir le voir avec toi. En fait, je trouve qu'il y a un truc encore plus fort que de voir un film, c'est de pouvoir le voir avec quelqu'un, en compagnie de quelqu'un, pour pouvoir en discuter. Parce qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent qui ne se seraient pas ouvertes et qui ne s'étaient pas ouvertes jusqu'alors. Donc c'est grâce à la discussion aussi qu'on ouvre des portes. Donc merci à toi, Julien, de prendre ces Et moments-là. merci. Et puis, c'est vrai que le film ouvre des portes littéralement, en plus, hein, donc les passages, etc. Et ouais, c'est un film. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez éventuellement là directement de ce film si vous l'avez vu, parce que voilà. Et ouais, on pourrait presque écrire un bouquin sur ce film. Mais bon, après, ça finirait avec Camus, Nietzsche, Pascal. Ça pourrait aller très loin. Voilà. En tout cas, merci aussi de votre fidélité. Et puis, allez voir la chaîne de Romain, qui est pleine de magie aussi, d'ailleurs. Voilà. Et il disait le fameux le katana qui sort du vagin, ça aurait pu être un tour de magie aussi. Mais Totalement. c'est risqué. Mais bon. À réfléchir cependant. C'est un Houdini Mickey Oui. particulier. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Non, Faites très attention. attention avec tout ce qui est arme blanche et toute arme d'ailleurs. Non, on ne joue pas. Et c'est que les professionnels. Et voilà. Et puis ceux qui font des Tout à tours de magie avec des sabres et tout, c'est des faux. Hein. Voilà. Attention. Voilà, disons-le. En tout cas, on vous dit à très très bientôt. Et voilà, continue nos pérégrinations cinématographiques et autres. Et échanger et partager sur la culture, c'est très important, surtout dans le monde dans lequel nous vivons en ce moment. Voilà, plus que jamais. À la prochaine. Bisous. Ciao.